Vous écoutez un podcast Galaxy Pop. Galaxy Pop. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur la Gazette du Soufre, les petites allumettes. Comment ça va, Corée ? Eh bien ça va, et toi tu sens comment ? Ça va, je sens bon, je sors de la douche. Je ne sens pas trop le soufre ce soir. La Gazette du Soufre, c'est le petit format de la soufrière qui va nous permettre entre deux épisodes de revenir bien sur l'épisode précédent et surtout de faire l'actualité du soufre, c'est-à-dire les actus culturelles qui sentent le soufre qu'on a sélectionné pour vous. Faut vous dire quand même, on était quasiment prêt à enregistrer le deuxième épisode. Oui. On avait lu tous les titres dont on avait décidé de parler avec Corée. Et puis, patatras, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu m'as trouvé 1600 pages. Je t'ai trouvé 2 pavasses de 800 pages chacune en guise de biographie de l'auteur dont nous allons traiter. Et tu sais qu'il y a des rumeurs comme quoi il y a un 3e tome. Sérieusement ? J'ai pas envie de le chercher. Forcément, ça a remis une petite pièce dans la machine et on s'est dit, plutôt que de vous laisser sans nouvelles pendant un trop long moment, on va vous faire un petit format. À la base, on avait dit, pourquoi pas, en préambule du deuxième épisode, parler un petit peu de l'actu du soufre. Et puis on s'est dit que ça allait peut-être rendre l'épisode un petit peu dense et que c'était peut-être pas plus mal de faire un petit format entre deux pour papoter en mode un petit peu chill et puis pour pas laisser le flux à l'abandon trop longtemps non plus, quoi. Bienvenue dans la Gazette. Bienvenue dans la Gazette. Galaxy Pop. Alors tout d'abord, merci à tous pour vos retours sur le premier épisode du podcast consacré, on le rappelle, à la religieuse de Diderot. Vous avez été un certain nombre à nous faire pas mal de retours, pour la plupart positifs et constructifs, et on vous en remercie. Et visiblement, écoutez, le format a l'air de plaire, tout comme notre duo Corée, voilà, sache qu'on a eu quand même que des bons retours, et que visiblement le duo fonctionne, donc écoutez, ça nous fait extrêmement plaisir. Et on va remercier notamment les copains de Galaxy Pop qui nous ont fait quelques retours, à Kadalas, Dani, Nostalgique, Mère Green, ainsi que les copains Cécile, Gagago ou Gravelax et XP, et puis tous ceux que j'oublie, désolé pour vous, c'est que j'ai pas noté votre nom. Mais en tout cas, merci à vous tous. Mère Green, juste petit message, rien que pour toi, si je ne peux pas faire plus de recontextualisation, c'est à cause des 1600 pages. Donc pour le deuxième épisode, tu ne m'en voudras pas, j'espère. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui fais le montage. Donc même si Corée passe 2 heures à nous résumer ces 1600 pages que je lui ai trouvées, honte à moi, vous inquiétez pas, on va s'arranger. Et je tiens à préciser, spoiler alerte, que la biographie n'est pas dans l'ordre chronologique. Et en plus, ça ne parle pas du Jura. Non, on va parler de Floride. Ah, on va traverser l'Atlantique. Mais top, tu en dis déjà trop. Ah, je dis pas quelle Floride, je dis on parle de Floride. Il y en a plusieurs ? Oui, il y a plusieurs, j'ai découvert ça. Est-ce qu'il y en a une dans le Jura ? Non, malheureusement. D'accord. Mais rien ne remplacera le Jura dans notre petit cœur, je pense. Corée, avant de passer à l'actu du soufre, j'avais envie, en préambule, de parler d'un podcast que j'ai écouté en début de semaine et que je t'ai partagé. C'est l'épisode de Code Source du 3 février qui nous raconte l'histoire d'Aurélie Péricard, également connue sous son nom de bénédictine, Marie-Aurélie, donc ex-Marie-Aurélie, donc, qui était au couvent des bénédictines du Sacré-Cœur et qui y a passé 20 ans de sa vie. Et dans ce podcast, elle y raconte justement ce qu'elle a vécu pendant ces 20 années de couvent. Et j'ai trouvé ce témoignage bouleversant, et tout au long du récit d'Aurélie, je revivais par procuration les aventures de Suzanne Simonin, de la religieuse de Diderot. Parce que dans ce podcast, elle raconte tout. Elle nous parle de la mère supérieure qui l'avait pris sous sa coupe, mais qui l'avait complètement lavé le cerveau. Elle a subi pendant près de 20 ans des manipulations psychologiques, de la maltraitance alimentaire, de la soumission chimique par prise d'anxiolytiques pour altérer son discernement. On l'a isolée, on l'a coupée du monde extérieur,
jusqu'à ce que finalement les autorités religieuses qui se sont rendues compte des agissements de la mère supérieure ont décidé de prendre les choses en main. Et encore, je dis ça, c'est un petit peu la version courte, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Et Aurélie va finir par sortir du couvent et fonder une famille, donc une fin un petit peu plus heureuse que celle du roman de Diderot. Oui, ou de celle des films. Ou celle des adaptations. Voilà, mais Aurélie a réussi à fonder une famille, elle n'a pas sauté par la fenêtre en entrant dans un bordel. Tant mieux pour elle. Non mais voilà. On vous invite vraiment à écouter ce podcast, oui. On mettra le lien en description de l'épisode, parce qu'il répond complètement à l'une des interrogations qu'on avait sur le premier épisode, à savoir, est-ce que les choses ont changé ? Et j'avoue que j'ai quand même été assez surpris de voir que finalement, rien n'a changé depuis le XVIIIe siècle. Maintenant, on a des téléphones portables, cela dit, mais... Oui, alors, on garde les mêmes méthodes, avec en plus le côté pharmaceutique qui n'était pas du tout présent dans le récit de Diderot, quoi. Le coup de la prise des médicaments pour garder les sœurs sous la coupe de la mère supérieure, ça je l'avais pas vu venir. Donc au final, on peut le dire, la religieuse n'a pas pris une ride, et c'est un récit qui finalement est beaucoup plus actuel que ce que j'aurais pu imaginer, et ce qui me conforte, Corée, dans le choix qu'on a fait pour notre premier épisode. Exactement. Est-ce que tu as écouté ce podcast, et qu'en as-tu pensé, toi ? Alors je l'ai pas écouté en entier, parce que c'est assez dur à écouter. Mais j'ai écouté le début, et franchement, c'est assez frappant, et c'est dur, enfin c'est dur, j'ai pas, on se dit toujours qu'avec la religieuse, tu vois, quelque part on se dit que c'est fictionnel. Là c'est la vraie vie. Ah oui, complètement. Là c'est la vraie vie, et tu te retrouves dans la même situation que Suzanne Simonin en fait, et c'est là que je me dis qu'en fait Diderot, en dehors du fait que ça avait l'air d'être un mec plutôt sympa, puisque j'ai lu sa biographie, on le rappelle. En dehors du fait que ce soit un mec vachement sympa, quelque part, il était vraiment en avance sur son temps, ce gars. Je sais pas s'il était en avance, mais en tout cas, il était dans l'air du temps, quoi. Ouais. Ouais, et moi je te dis, le récit, pour moi, ça m'a fait complètement écho à la religieuse. Hein. Ah complètement. La fin est un petit peu différente, enfin là je dis la fin comme si c'était une histoire, bon. c'est pas une histoire. En toute fin de témoignage, elle explique qu'aujourd'hui elle est en gros en procès contre l'église pour essayer d'obtenir réparation des années qu'elle a passées au couvent, ce qui n'était pas du tout non plus dans les finalités de ce qu'on trouvait dans le roman de Diderot. Donc les choses évoluent un petit peu du côté de la société civile, mais du côté de ce qui se passe dans ces couvents, finalement, on peut pas faire de généralité, mais en tout cas, on voit que ce sont des comportements qui existent toujours, et finalement, pas grand-chose n'a changé, quoi, malgré les années et les siècles qui sont passés. Alors, j'ai un avis quand même assez tranché dessus, hein. C'est qu'à partir du moment où tu prends un groupe de personnes et que tu l'isoles d'une partie du monde, il se passe ce genre de choses, quoi. Voilà. Et pour moi, les groupes de religieux, alors je n'ai absolument rien contre les religions, attention, hein, je les respecte énormément, mais pour moi, les groupes de religieux doivent être mêlés aux autres personnes, sinon on risque de tomber sur des dérives. Oui. Et on va parler un petit peu religion, un petit peu plus après dans cette gazette, et vous allez voir, c'est pas forcément tout beau tout rose. Corée, on va commencer. Tu nous as sélectionné pour cette première gazette du Soufre une actu qui a déjà quelques mois, mais qui reste quand même très actuelle et qui laisse quand même à penser que d'autres nouvelles du même genre vont probablement suivre prochainement. Corée, de quoi vas-tu nous parler ? Tu sais que ma littérature préférée, c'est la romance. Oui, évidemment. Évidemment. Tous ceux et celles qui me le connaissent, c'est faux. C'est faux. C'est les biographies que tu préfères. Je souffre. C'est les biographies et la science-fiction que je préfère, voyons. Et en décembre, en fait, une association de traductrices ont dévoilé que les éditions Harlequin lâchaient plus ou moins leurs collaborateurs pour se trouver un prestataire utilisant l'intelligence artificielle pour la traduction de leurs livres. Et en fait, c'est la première fois qu'une maison d'édition passe à la traduction automatique de masse. Et évidemment, les éditions Harlequin ont répondu non, vous inquiétez pas, c'est qu'un petit test, on l'a pas fait exprès, on n'a pas cliqué dessus, et on n'est pas en train du tout de faire un plan social pour virer tous nos traducteurs. Pourtant,
ils ont bien signé un contrat de 4 ans avec la société Fluent Planet. Les éditions Harlequin ont bien entendu dit qu'ils ne viraient pas leur traducteur et qu'ils ne passaient pas par une totale traduction via intelligence artificielle. Et effectivement, ils ont presque raison, puisque la société Fluent Planet font des traductions via l'intelligence artificielle et ensuite ils sont revus par des traductrices et des traducteurs littéraires qui sont eux par contre réduits au rang de post-éditeurs. Cela dit, les éditions Harlequin ne sont pas que réputées pour leurs romances de bon goût et très très safe, mémoire personnelle pour Le Prince et le Pékinois de Barbara Cartland, mais ils sont surtout déjà réputés pour une très très mauvaise rémunération de leurs traducteurs. Le sachiez-tu, Roland, ils rémunèrent en moyenne de 13,40€ la page dans le meilleur des cas pour leur traduction. La page ? La page. Ça me choque pas, écoute. Alors attends, parce que du coup j'ai fait le calcul. Quel est le tarif en vrai ? Et du coup j'ai été voir sur le site de l'AFT Traduction qui en fait définit des tarifs horaires moyens pour les traductions. Donc le tarif horaire moyen pour une traduction est entre 40 et 70 € de l'heure. D'accord ? Okay. Et il précise bien que la traduction à la page, c'est vraiment rare déjà. Ah oui, d'accord. C'est pas vraiment la norme, ok ? Et donc j'ai été regarder le tarif pour les traductions littéraires, mais le tarif moyen pour la traduction littéraire est entre 8 centimes et 15 centimes d'euros par mot. Une page, ça contient entre 250 et 400 mots au max, on est d'accord ? Plus ou moins. Donc ça nous fait une traduction par page qui vaudrait entre 40 et 60 €. Ah oui, il n'y a pas un truc qui te choque là ? Bien en dessous du prix du marché. Donc, je poserai pas ici la question de la qualité des romans Harlequin parce que, en fait, tout le monde aime les livres qu'ils veulent, tu vois. Et il est indéniable que quand tu fais une traduction, le rôle du traducteur est très important parce que c'est lui qui va faire le pont entre la langue originelle et la langue française. On va tous se souvenir, par exemple, des fois où on a pu râler ou mal comprendre un roman mal traduit comme un Stephen King ou un Agatha Christie. Donc c'est un poste important. Donc pourquoi on rémunère du coup les traducteurs des éditions Harlequin vachement moins cher que la plupart des traducteurs des autres maisons éditions. Et j'ai même aussi une autre suggestion, c'est que peut-être, parce que les éditions Harlequin disent qu'en fait, s'ils sont passés par ce biais, c'est parce que tu comprends, ils vendent moins bien leurs romans. Mais quelque part, si les éditions Harlequin rémunéraient un peu plus leurs traducteurs et leurs traductrices, peut-être que leurs ventes remonteraient un peu avec la qualité de leur traduction. Je te pose la question. Ah, j'en doute. Alors là, je suis vraiment pas du tout parce qu'on parle d'Harlequin, quoi, tu vois. On parlerait de grands classiques de la littérature, je te dirais peut-être, tu vois. Moi, clairement, personnellement, j'ai pas une très grande estime des productions littéraires Harlequin. Moi, il se trouve que ma maman est très fan de cette littérature-là, et que quand je sais pas quoi lui offrir pour son anniversaire ou d'autres occasions, la fête des mères ou autre, quand je peux et quand je trouve... je veux dire, je vais lui prendre des cartons entiers que je vais trouver sur des brocantes ou dans des foires aux livres où j'arrive à choper, j'en sais rien, 200 bouquins pour 10 balles, quoi. Et je me dis que c'est déjà cher payé pour de l'occasion. Mais elle est très contente, tu vois, elle est très contente et je gère la revente des doubles qu'elle a parce que ça arrive de temps. Je règne même pas, hein, on n'a pas un listing avec ce qu'elle a déjà, ce qu'elle a pas. Il y en a tellement que c'est impossible. Oui. Alors, numérotation n'a aucun sens, il y en a partout, enfin bref, peu importe. Mais bon, qu'on se retrouve de temps en temps avec des doubles et je revends ça à une poignée de centimes aussi la page par le biais des diverses sites de vente d'occasion. Donc déjà pour moi, il n'y a pas de sous-littérature, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, Non. mais à titre personnel, déjà je ne suis pas le public cible et c'est pour moi quand même de l'abattage, quoi. J'ai pas réussi à trouver le nombre de sorties Harlequin par an. Ah moi j'ai T'as trouvé, regardé, toi, ou je pas t'ai envoyé un lien tout à l'heure. Sache que les éditions Harlequin sortent en moyenne à peu près 1000 titres par an. Et sur les 1000 titres, il y en a environ 700 qui sont traduits en français. Ouais. Donc on est quand même sur du gros abattage. On est sur de la masse, ouais, sur du gros abattage. Moi je vais te dire, pour moi,
on est dans un truc assez logique, parce qu'au vu de ce qui est produit par ces éditions-là, pour moi, ce sont des livres qui ont relativement peu de valeur ajoutée, avec, bon, déjà une langue simple qui est pour la plupart l'anglais, avec des codes narratifs très standardisés, hein, tu retrouves toujours un petit peu la même trame. C'est pour moi presque un terrain parfait pour l'entraînement de l'IA, si tu veux. Donc moi, non seulement je suis pas surpris que ce soit les éditions Harlequin qui ont mis les premiers la patte dans le pot de confiture, et je dirais même qu'il y a une certaine logique derrière, parce que je pense que le format de narration s'y prête bien, et peut-être même que le rendu sera peut-être pas si dégueulasse que ça par rapport à la qualité de l'écriture de ces romans, quoi. Et quand je dis ça, c'est pas derrière, je dis pas que je suis d'accord ou que je suis pas d'accord avec ça. Non. Je dis juste que de base, je pense que ça peut faire le taf en réalité, quoi. Voilà. Ouais. Je me pose beaucoup de questions. Que ce soit eux qu'on ait surpris en premier, non, ça me choque pas. Enfin, ça me choque pas, ça me surprend pas, tu vois. Mais oui, quand tu regardes, on a fait chacun nos recherches, chacun de notre côté, et tu vois les tarifs des traductions, quoi. C'est hard. J'ai refait mes calculs à la calculatrice 2-3 fois pour me dire ah oui, quand même. Hein. Il les paye vraiment pas cher. Tu vois, ça me fait rire. Je me rappelle qu'à l'époque, quand je crois que je discutais avec mon père, il me sortait des trucs qui, je pense, étaient complètement faux, mais qui, tu vois, j'y repense aujourd'hui et je me dis peut-être qu'il était déjà en avance sur son temps. Moi, il me disait, oh, tu sais, les Harlequins, c'est même pas vraiment des gens qui écrivent, c'est des thèmes qui sont rentrés dans un ordinateur, on donne 2-3 mots-clés et l'histoire s'écrit toute seule. Donc je pense que c'était évidemment faux, mais je me dis que pour l'instant on n'est que sur de la traduction, on n'est pas sur de la création, mais d'ici à ce que ce soit les premiers à dire, oh bah tiens, on a écrit des histoires à l'eau de rose entièrement faites par IA, je me dis qu'il n'y a qu'un pas, et je me dis que c'est l'étape d'après. Ouais. Voilà. Et c'est un petit peu triste. Ah, bah ça c'est sûr. Harlequin, champion de l'amour, comme le disait Danny Boone, mais peut-être aussi champion de l'IA, allez savoir. Je ne sais pas. Par contre, on a quand même un statut de l'auteur, enfin du traducteur un peu particulier en France, puisqu'il est co-auteur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un traducteur va toucher, en fait, la rémunération, si je ne dis pas de bêtises, je me trompe peut-être, je ne suis pas un expert dans le domaine de l'édition, mais je crois qu'en gros, la rémunération que touche le traducteur est en gros une avance sur ses potentiels droits d'auteur qu'il est amené à toucher par la vente des livres. Ce qui fait que si vraiment le livre qu'il a traduit devient un best-seller et se vend à des millions d'exemplaires, il va être rémunéré de façon supérieure à l'avance qu'il a touchée. Puis si c'est pas le cas, il empoche la différence. Je me demande aujourd'hui, quand on parle finalement de travail de relecture, est-ce qu'aujourd'hui le traducteur va quand même continuer à toucher ses indemnités en tant que co-auteur de l'œuvre, ou est-ce qu'il en est réduit vraiment à un simple rôle de freelance, de relecture, et du coup, est-ce qu'il perd aussi ce statut de co-auteur ? Ça, j'ai pas la réponse, je sais pas si tu... tu vois, là, ce que je t'avais dit au tout début, c'est qu'en fait, ils ne sont plus traducteurs littéraires, c'est qu'ils sont post-éditeurs. Ils ont changé de nom. Alors, où va la différence, toi ? Où vont les droits d'auteur ? Bah oui, en France, les droits d'auteur, enfin tout ce qui est les pourcentages dans ce que fait le prix d'un livre est vachement codifié. Oui. Donc quelque part, ils touchent tous à peu près le même truc. Et je vous dis ça sans avoir vérifié avant, hein, donc il se peut que je dise une grosse bêtise, hein, attention. Mais pour moi, c'est un certain nombre de pourcentages qui est fait pour l'illustrateur, pour l'écrivain, pour l'éditeur et pour la traduction quand il y en a une. Et j'avais posé la question à l'époque, il y a quelques années maintenant, dans le coin lecture du coin pop, quand j'avais regardé par curiosité, c'était un livre qui avait été coécrit par une IA, qui était « Et si Rome n'avait pas chuté ». Tu sais, c'était une uchronie. Et en fait, on avait à un moment donné, en dehors de... On était sortis carrément du débat de la pertinence, parce que ça aurait pu, on aurait pu l'avoir, si tu veux, cette pertinence de pouvoir tester des scénarios grâce à l'IA, tu vois, pour moi, c'était pas le plus choquant. Le plus choquant, c'était que, du coup, où allait l'argent ? Parce que ils auraient pu très bien, par exemple,
embaucher d'autres historiens pour faire le job. Oui. C'est le principe que fait par exemple l'armée avec... Tu sais, il y a une série de romans qui ont été faits par des auteurs de SF avec l'armée pour voir des scénarios possibles. Alors là, tu me poses une connais colle. pas? Non, je connais pas du tout. Meuble un peu, va. Je cherche. La météo du Jura, maintenant. Oui, s'il te plaît. Juste pour meubler. Après, on n'a pas forcément les réponses à ces interrogations-là. Et en plus, on est vraiment en plein dedans, mais on peut se poser la question. C'est pareil pour tout ce qui est musique générée par intelligence artificielle qui est balancée sur les sites d'écoute en ligne. Voilà, est-ce que c'est celui qui met en ligne qui touche l'argent? Est-ce que ce sont les plateformes? Est-ce que ce sont, limite, pourquoi pas, les inventeurs de ces logiciels? Aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu dans une zone un peu grise où il n'y a peut-être même pas vraiment de réponse juridique encore à ces cas-là. Et c'est des choses qui vont évoluer à plein pot, je pense, dans les mois, les années à venir. Parce que là, on parle de premiers cas qui se présentent, mais on n'a pas fini d'en entendre parler. Et donc, comme tu as formidablement bien meublé, je peux te dire que les auteurs et les autrices de SF qui travaillent avec l'armée s'appellent la Red Team. Et ils en ont fait 2 livres très intéressants. Non, 3 maintenant. C'est Ces guerres qui nous attendent, de saison 1, 2 et 3. Et j'avais offert justement à mon compagnon le tome 1 et 2 à l'époque. Et donc, tu as des scénarios de guerre possibles. C'est aux éditions Les Équateurs. Mais rien à voir avec l'IA, du coup. Rien à voir avec l'IA. Parce que c'est relié à Et si Rome n'avait pas chuté, qui nous avait valu un fou rire à l'époque. C'est de Raphaël Dohan. Et c'était pas juste les illustrations qu'il avait fait par ailleurs? Mais aussi une partie des scénarios. D'accord. Mais ça, à la limite, je pense que c'était vraiment au tout début. C'était un petit peu quand on faisait Joujou. C'était au avec tout Woody, début. quoi. Je suis en train de regarder. Oui, quand on faisait Joujou, et ça m'avait pas. Je te dis, à l'époque, ça m'avait pas tant choqué que ça. C'était en 2023. Je l'avais lu à la sortie. Ouais. Il me semble qu'Adrien de l'Art des Livres avait interviewé cet auteur. Et moi, ce qui m'avait choqué déjà à l'époque, c'est que c'était lui qui paramétrait l'IA et c'était lui qui répondait à l'IA dans le livre. Donc tu vois, puis le mec était un petit peu chelou, tu vois, il avait fait des études de droit et puis finalement il avait écrit des livres histo, mais des livres histo sur plein de périodes différentes, donc ça me fait beaucoup de Franck Ferrand là, tu vois, rien que pour moi. Donc et c'est un peu trop, c'est pas un bon truc. Et pour moi pour moi à l'époque, donc on parle de 2023, je trouvais l'IA intéressante dans le sens pour l'éducation, dans le sens pouvoir permettre à des élèves par exemple de visualiser certaines choses ou de pouvoir vérifier des hypothèses de scénario, mais par contre derrière il faut un humain justement un historien qui forme à tout ça, tu vois. Voilà. Et tu vois, là, ce qui fait peur, du coup, avec les éditions Harlequin et les traductions par IA, c'est qu'il y a tant de nuances, déjà, entre 2 langues différentes et tant de nuances surtout dans la langue française, qu'on va perdre encore plus. Déjà qu'on sait qu'on perd de la traduction, parce que dans la traduction, tu as toujours une part d'interprétation, mais là, ça va être terrible. Là, ça va être terrible. Et surtout, quel message ils vont mettre dans le prompt, parce que dans la traduction, tu as beaucoup de messages que tu peux passer. Après, là, on n'est pas non plus sur du ChatGPT, ce sont des logiciels qui sont dédiés à la traduction de livres. Je crois que le logiciel s'appelle Brian ou quelque chose comme ça. Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment un prompt. Oui. Mais dans tous les cas, ces logiciels sont réglés par un humain. Et il faut savoir, la richesse de la traduction, c'est le fait qu'il y ait plusieurs traductions. Mais pour le fait, les productions Harlequin sont tellement standardisées aussi. Et il y a déjà aujourd'hui finalement peu de variétés. Ah bah tu vois, je t'ai raconté mes fabuleuses aventures sur 2 thrillers Harlequin. Le scénario, je te l'avais formé les pourcentages par rapport au niveau des actions, je te les avais dit des 2 bouquins, quoi. Donc, j'aimerais quand même de te poser une question, Corey, parce que là on est bien gentil, on est en train de défendre les traducteurs. Ma question est la suivante, c'est déjà, est-ce que toi, tu prêtes une attention particulière à qui a traduit le livre que tu es en train de lire? Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est un critère d'achat pour le lecteur lambda et pour toi? Eh bien, il y a 10 ans, je t'aurais répondu non, mais depuis, j'ai été formée par une traductrice
Marie-Paul Noël, qui régulièrement, quand je parlais d'un livre justement en co-lecture, me disait mais tel traducteur, c'est un nom. Et je comprenais pas pourquoi, tu vois. Elle me dit non, cette traduction elle est pas bonne. Et c'est là qu'elle m'a appris les différentes nuances de la traduction. Et elle m'avait conseillé pour cela un très beau bouquin. Le livre, ça s'appelle Sur les bouts de la langue. C'est de Noémie Grunenwald. Et sur les bouts de la langue, ça parlait de traduire en féministe, justement, et parler de traduction et d'écriture inclusive. Il y a des franches discussions dans ce livre. Bon, déjà, on a tout son parcours professionnel de traductrice et comment elle est arrivée à être traductrice et spécifiquement sur qu'elle a de traduction de livres féministes. Et donc, elle racontait justement comment elle devait jouer avec la langue française, parce que par exemple en langue française tu n'as pas de neutre. Ah oui. Tu n'as pas de neutre, donc c'est très compliqué quel message tu veux faire passer avec un simple pronom, tu vois. Et depuis, j'avoue que maintenant je suis formée et je regarde quand je lis un auteur étranger, je regarde le traducteur ou la traductrice et j'ai tendance à maintenant faire la recherche. D'accord. C'est comme lorsque tu fais de la lecture audio, tu as tendance après, au bout d'un moment, à faire attention au narrateur. Et ben c'est exactement pareil. Bah, c'est pas... Non, je suis pas d'accord. C'est pas exactement pareil dans le sens où ça va pas t'impacter pareil, mais après tu commences à te dire ouais, faut peut-être que je me renseigne sur et aujourd'hui, toi, tu vas ne pas acheter un livre parce que le traducteur ne te plaît pas. Oui, mais en plus, j'ai beaucoup de facilité à lire l'anglais. Alors comment te dire que si le traducteur ne me plaît pas Est-ce que tu es quand même consciente que tu restes pas dire une anomalie, mais une exception? Oui, par contre, je sais que tout le monde ne le fait pas. Tu vois, c'est pas le... Moi, le premier. Alors, j'allais te poser une question piège, mais je pense que je vais être moi-même piégé à ma question, tu vois. J'allais te dire, toi qui prêtes tant attention aux traducteurs que ça, est-ce que tu peux me citer 4 ou 5 traducteurs que tu aimes bien et que tu apprécies, par exemple? Ma préférée, c'est Mélanie Fazi. C'est celle qui traduit Brandon Sanderson. D'accord. Parce qu'elle a beaucoup parlé de son travail justement de traduction et le travail préparatoire qu'elle fait avec Brandon Sanderson et ses collaborateurs. Donc ça en est devenu maintenant, et je l'aime beaucoup en tant qu'autrice par exemple. Donc du coup je regarde énormément ses traductions. Et en style cocorico du nord de la France, il y a aussi un très bon traducteur qui est Emmanuel Chastelière, qui est aussi un auteur qui fait de la très bonne fantaisie historique. Coucou Emmanuel, si tu passes par là, mais il m'écoutera jamais, mais c'est pas grave. Deux grands timides dans un salon littéraire, tu sais ce que ça donne? Ça donne bonjour, suis-moi le roman, je te donne mon argent, tu vois. Ouais. Mais voilà, mais oui, du coup j'ai tendance à regarder. À force d'écouter un podcast du label Podcut, donc Agatha Christie, je sais que maintenant qu'il y a certains traducteurs, des anciens traducteurs, que maintenant quand j'achète un Agatha Christie, je regarde qui a traduit le livre. Mais je vais pas faire ça à tout le monde, tu vois. Et je pense qu'on reste des exceptions dans un univers un petit peu podcastique dans lequel on baigne. Je pense. On baigne dans la pop culture, mais je pense que 95% des personnes qui achètent du Harlequin se contrefouent complètement de savoir qui a traduit et ne vont peut-être même pas voir si c'est de l'IA. Tu vois, là, je te pose mes positions je te poste mes positions avec conviction, alors que je suis incapable de te dire qui a traduit Barbara Cartland et son fabuleux roman Le Prince et le Pékinois. 1, 2, 1, 2. Bonjour les auditeurs, c'est Roland, celui qui fait le montage. Alors Corée, je me dois d'être complètement honnête avec toi. Je t'ai laissé parler du Prince et du Pékinois. Tu m'en as parlé en off pendant environ 2 heures. Tu m'as fait le résumé détaillé de ce formidable roman Harlequin. Mais je m'aperçois en fait, en faisant le montage, en faisant quelques recherches, que ce n'est pas du tout un roman de la collection Harlequin, mais qu'il a été publié en France chez J'ai lu. Aussi, je suis au regret de te dire que tout ce que tu racontes dans cette émission est un peu hors sujet, mais j'ai bien compris que tu as une affection particulière pour le Prince et le Pékinois, et je profite de cette petite pastille pour te poser une question.
à laquelle tu n'as pas pu répondre, forcément, puisque je l'insère au niveau du montage, mais est-ce que tu pourras prochainement me dire si Le Prince et le Pékinois est ou non une adaptation assez libre du Prince et du Pauvre d'un certain Mark Twain? Allez, je t'attends, on en parle. À plus. Après, je te rejoins. Des fois, je trouve que... en tout cas, les traducteurs que j'ai entendus parler dans divers podcasts et émissions sont des gens passionnés par leur métier et qui se posent des questions qu'on se pose absolument pas nous à la lecture, mais que eux se sont posées au moment de l'adaptation et de la traduction. Et des fois, je me dis même que entendre parler ces gens-là parler de leur traduction est plus intéressant que lire l'œuvre qu'ils ont eux-mêmes traduit. Mais je vais même t'aller plus loin, tu vois, Marie-Paul Noël qui est traductrice et qui est éditrice aussi freelance, c'est elle qui se bat pour importer certains volumes en France. Ah oui. Tu vois, et ce qu'elle fait, c'est un boulot de dingue. C'est des gens qui ont la littérature cheville au corps, quoi. Ah bah bien sûr, bien sûr. Je pense en manga, un domaine que je connais un peu, c'est Fédois Lamodière qui avait fait du gringue à Glénat en disant si vous refaites une traduction de Dragon Ball, pensez à moi. Et aujourd'hui, quand tu l'entends parler de sa traduction de Dragon Ball sur les éditions perfectes, elle en parle avec passion et t'apprends plein de trucs et c'est super intéressant et tu vois la différence entre une vieille traduction et sa traduction à elle qui est plus proche de l'origine, etc. etc. Et un autre exemple aussi comme ça de traduction auquel je pense qui m'avait intéressé, c'était la retraduction, on en avait un petit peu parlé dans un épisode nous du Friki, c'était la retraduction d'Alice au Pays des Merveilles par Marie Dariussec. Ouais. Qui se posait des questions du style le personnage de la chenille, on dit en français la chenille, et en anglais le personnage n'est pas forcément genré, donc elle était tentée de dire la chenille au féminin. Et dans son cheminement, c'était de dire que c'était pas possible de rendre ce personnage féminin parce que dans Alice au Pays des Merveilles, la chenille se déploie à un espèce d'aspect phallique qui fait que forcément la chenille ne pouvait être qu'un monsieur chenille, quoi. Il ne pouvait pas être la chenille. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et fou, tout ce cheminement qu'elle fait, ce questionnement qu'évidemment une IA n'aura jamais sur de la traduction. Mais là, on reste quand même sur des grands classiques littéraires, on n'est pas sur de la production Harlequin, où je pense qu'il y a beaucoup moins de subtilité aussi dans les histoires. Mais c'est vrai que voilà, c'est un métier qu'il faut protéger. Oui, et qui est précieux. Et voilà, prenez peut-être un petit peu plus attention aux traducteurs quand vous lisez. Voilà, faites comme un Pokémon, attrapez-vous un traducteur et choyez-le. Écoute, c'est tout ce qu'on avait à dire sur cette première petite polémique. Ouais. Donc. Et puis ma petite polémique à moi, alors, je vous préviens, c'est une polémique de droite. Enfin, vous êtes prévenus. Je zappais sur mon autoradio pour éviter les pubs d'une station à l'autre et je suis tombé sur ce bon vieux Pascal Praud qui, l'écume au coin de la bouche, était en train de parler d'un livre qui a pignon sur rue, dans lequel il est question de lapider les homosexuels, de tuer les juifs et les chrétiens, et autres réjouissances dont je vous passerai les détails. Donc j'écoute 5 minutes et je me dis, c'est quand même chaud quand même qu'on arrive à sortir des livres comme ça de nos jours et qu'un éditeur accepte de publier tel bouquin. Donc je rentre à la maison, je fais quelques recherches pour voir de quoi exactement il retourne, puisque j'avais pris le truc en cours de route et que j'avais même pas entendu le début du truc. Et je trouve donc assez rapidement le livre en question qui s'appelle... qu'est-ce que j'ai mis comme connerie qui s'appelle Péché et guérison. Ouais. J'ai marqué péché et religion. Lapsus. Péché et guérison d'un certain Ibal Kaïm. Et effectivement, ce sont donc des militants de la cause homosexuelle qui ont mené des opérations dans certains points de vente où l'on trouve ce livre problématique en libre accès dans les rayons. Et ce qu'on apprend aussi dans les articles que j'ai lus, c'est que ce n'était pas, comme je le pensais, un livre qui venait de sortir avec un auteur récent, mais en fait un texte d'un imam du XIVe siècle. Bon. Oui, parce que le nom me disait quelque chose quand même. Mais... Voilà, alors moi pas du tout. J'avoue que je suis pas un aficionados des livres religieux. Lis plus de biographies, j'ai envie de te dire, tu ouvriras tes horizons. Oui. Est-ce que tu as lu Péché et guérison? Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, je me dis que quand on voit comment déjà de nos jours l'homosexualité est traitée, je vous laisse imaginer ce que ça peut être chez un imam du XIVe siècle. Ouais. Bon,
Maintenant, la vraie question que je me pose, et que ne traitent pas forcément les articles que j'ai lus, c'est de savoir si, 1, ce livre doit être publié, 2, si oui, est-ce qu'il doit être partiellement censuré, et surtout, le point de vue le plus important, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'en est-il du travail éditorial ? Donc mon point de vue déjà, c'est que les écrits anciens font partie de l'histoire, et que quelque part, ne pas publier ces textes ne changera pas ce qui s'est passé ou ce qui a pu être dit. Ouais. Et que la publication tronquée, censurée ou partielle de ce type de texte est peut-être, de mon point de vue, encore pire, car c'est pour moi une sorte de révisionnisme du passé, où on pourrait faire passer, par exemple, cet auteur pour progressiste, entre guillemets, alors que sa pensée est globalement très problématique et très puante. Et je trouve dangereux de prendre le lecteur qui a un livre partiellement publié dans les mains, de le prendre un peu pour un con. Puisque finalement il n'aura qu'une vision tronquée de quel était le message original de l'auteur, aussi puant soit-il. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de publication ? Est-ce qu'on les publie ? Est-ce qu'on les publie pas ? Je trouve que cette polémique est importante, car déjà je trouve que c'est une très bonne introduction à ce que sera notre prochain épisode, où on retrouvera des sujets un petit peu avec des questionnements proches pour d'œuvres de l'époque plus proche de nous. J'ai l'impression qu'on se pose sans arrêt cette question en ce moment, toi et moi. Oui, donc voilà, ce serait une très bonne entrée en matière pour notre épisode numéro 2. En tout cas, mon point de vue est celui que je défends moi de plusieurs années quand on m'interroge sur ces types d'œuvres problématiques qui sentent le souffle, c'est on doit faire un travail éditorial, à savoir on prépare une introduction, on recontextualise le texte, on met des trigger warnings, désolé Mère Green pour l'anglicisme, j'ai dit trigger warning, on prévient le lecteur, et voilà, on le laisse pas comme ça démarrer de but en blanc dans le texte. Là, on parle d'un écrit du XIVe siècle, évidemment que le monde a évolué sur des tas de points, c'est la même chose pour Tintin au Congo, c'est la même chose quand Disney va vous avertir sur sa plateforme quand vous regardez un vieux Disney, attention, certains classiques peuvent comporter des stéréotypes d'une autre époque qui étaient courants lors de la sortie du film. Pour ce bouquin, je suis allé regarder ce qu'a fait l'éditeur Toiba, concernant la préface. Et là, ça va aller très vite parce qu'il n'y a rien. Ça démarre directement sur le texte, aucune préface, aucune mise en contexte, que dalle. Bref, sans aucun avertissement, sans aucune nuance, sans aucun travail éditorial. Donc là, c'est la poubelle. Pire, quand tu prends la 4e de couve, on nous explique que cet auteur compte parmi les plus grands spécialistes des mots du cœur qu'il traite par des rebêtes tirées des plus éminentes sources que sont le livre d'Allah et de Sunna. Et je me dis, waouh, et bah, ça en dit long quand même sur ce que peut être la religion, enfin toute religion. Hein. On a fait un épisode sur la religieuse, donc on peut se permettre de dire que les religions, dans la globalité, il y a quand même quelque chose de problématique, quoi. Là, je pense qu'on est face, pour moi, à ce que j'appellerais une faute morale de l'éditeur, qui semble quand même être un éditeur plutôt axé à bouquins religieux. Là, on est devant l'absence totale de travail éditorial. Et je pense que dans ce cas précis, les associations de lutte contre l'homophobie qui ont soulevé le truc ont eu raison de tirer la sonnette d'alarme. Et c'est juste dommage, je trouve, que ce soit la droite qui en ait profité pour remettre une pièce dans la machine et instrumentaliser l'événement à des fins politiques. Évidemment. Je suis très open sur un tas de livres qui traitent de choses que certains pourraient trouver très problématiques. Pour moi, s'il y a un travail éditorial qui est fait, si on prévient le lecteur, si on recontextualise, j'ai beaucoup moins de scrupules. Récemment, pour donner un autre exemple, on a traité dans une émission de podcast avec Gagago, on a fait une émission sur les cannibales dans la pop culture. Ouais. Et dans cet épisode, on a parlé de l'autobiographie qui était sortie en manga de Sagawa. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais en trois mots, Sagawa était un étudiant japonais en France qui a tué et partiellement mangé une de ses camarades de cours. Il a été jugé irresponsable en France et il a vécu sa vie au Japon en surfant sur sa notoriété macabre. Il a même fait des pubs pour de la viande, il est passé à la télé et il a écrit son autobiographie en manga qui est ressortie il y a quelques années en France aux éditions du Camion Noir. Et là, même critique. Aucune contextualisation, aucun avertissement, t'as juste la bio du détraqué avec en fin de bouquin les photos du cadavre de la pauvre étudiante à moitié découpée. On est devant, pour moi, 2 livres qui ont exactement le même problème, à savoir aucun travail éditorial notable et qui sont, de mon point de vue, tout autant problématiques les uns des autres. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je ne sais pas ce que tu veux dire là-dessus, Corinne. Bah écoute, avec le libraire qui me supporte depuis des années quand je vais lui acheter des livres en lui demandant des thèmes bizarres, on a eu cette discussion à propos d'un certain journal du prisonnier, mais pas celui de chez nous. C'était celui de 3945, si tu vois ce que je veux dire.
Le Mein On Kampf. parle évidemment de... Oui, on parle de Mein Kampf. J'ai pas voulu le dire parce que j'ai pas voulu taper le point Goldwyn, mais pour moi c'est exactement ça, quoi. Vas-y, fais-le pour moi, vas-y. C'est exactement ça. Donc, on parlait du fait de, je sais plus, c'était un de ses clients qui avait fait oui, mais vous vous rendez compte avec les gens qui peuvent avoir ce livre dans les mains, ça devrait être interdit, tout ça. Eh bien non, en fait, on discutait justement de ça. J'ai des discussions de comptoir très bizarres avec mon libraire, hein, vous inquiétez pas. En disant que effectivement, lire Mein Kampf est important parce qu'il faut savoir la psyché de Adolf Hitler pour savoir comment on en est arrivé là, comment il en est arrivé là et comment nous on en est arrivé là. Mais il faut derrière une préface, un précis, quelqu'un de qualifié pour nous expliquer les différents points pour justement éviter qu'on retombe dans ces travers. On est d'accord. Et aujourd'hui, les Mein Kampf que tu trouves ou que tu peux commander en librairie est évidemment préfacé et bien préfacé. Enfin, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, je sais que ça faisait partie de tout le travail qui avait été fait autour de la ressortie du bouquin, justement pour que ça sorte dans de bonnes conditions, quoi. Oui, c'est ça. Et pour moi, on ne peut pas les effacer parce que si on oublie ce qui s'est passé, si on oublie ce genre d'épisode, on ne peut que les reproduire. Et tu peux pas sortir Mein Kampf en coupant tous les passages problématiques, déjà parce qu'il resterait probablement plus grand-chose et on ferait peut-être il resterait bonjour et la fin, quoi. On ferait peut-être passer Hitler pour un grand socialiste, allez savoir. Oui. Non mais c'est vrai. C'est ça le pire. Un bouquin aussi dur et aussi ignoble puisse être le message qu'il a porté, fait partie aujourd'hui de l'histoire. Pour moi, c'est important de pas... Je veux pas parler de cancel culture parce que je vais passer pour un vieux con. Mais pour moi, c'est l'histoire, ça s'explique, ça s'apprend et ça ne s'oublie pas. Il faut pas chercher à mettre sous le tapis ce qui s'est passé. Sinon, voilà, il se passe ce qu'il se passe en ce moment. Hein, voilà, on a l'impression que les gens... On n'a jamais essayé, voilà. On voit ce qui se passe en ce moment. Par exemple, oui, c'est exact. Donc voilà, coup de gueule coup de gueule justifié, mais pas forcément pour les mêmes raisons que ce que j'ai pu entendre par-ci par-là à la télévision et dans la presse très à droite. Mais je pense que c'est là aussi qu'on voit l'importance que peut avoir le travail éditorial autour d'une œuvre. C'est ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on dit souvent, oui, mais vous vous rendez pas compte, à l'époque, c'était au Moyen-Âge, ils avaient d'autres mœurs. Je tiens à rappeler que dans l'Antiquité, il n'y avait ni homosexualité, ni hétérosexualité, tout le monde était quasiment bien. Relisez texte on serait vachement fermé pour des Grecs antiques, je trouve. Donc relisez Sappho. On est d'accord. Voilà, donc l'excuse du Moyen-Âge, non, parce que en plus, voilà, donc ça me fait beaucoup rire à chaque fois quand on me sort, oui, mais tu comprends, c'était 14e siècle, à l'époque c'était totalement arriéré, et en fait, non, tu regardes encore avant, c'était pas du tout arriéré, c'est juste, comment dire, la religion, pardon. On y revient, hein. On y revient. La religion sans le souffle, toutes les religions. La religion sans le souffle. Toujours avoir sa petite boîte d'allumettes. Alors, rassurez-vous, on n'aura pas fini de vous parler d'œuvres polémiques, et visiblement, on a de quoi faire, donc vous inquiétez pas, on va trouver pour les prochains épisodes, il n'y a pas de souci. Écoute, c'était pas mal pour cette petite gazette du soufre, les petites allumettes. On avait dit qu'on allait frais vite, et je trouve que les petites allumettes, ça va. Et de toute façon, il faut toujours avoir des petites allumettes sur soi, parce que des fois, aux toilettes, ça sent très mauvais. J'allais clore, mais non, je crois que tu as un petit coup de gueule, enfin peut-être même pas un coup de gueule, je sais pas comment on peut l'appeler, mais il y a une actu qui nous est tombée juste avant qu'on commence à enregistrer, qui n'est pas liée à un bouquin, mais qui est quand même liée à une production artistique, et que tu voulais évoquer. Je voulais évoquer parce que je me pose la question, j'arrive pas à trouver la réponse, et ça m'énerve, donc... Et si on demandait aux auditrices de savoir ce qu'ils en pensent, mais toujours dans le respect de tous, évidemment. Ouais, il y a eu une polémique sur les réseaux sur la nouvelle affiche de Trolls et Légendes. Trolls et Légendes, c'est un festival que je connais puisque j'ai quasiment fait grandir mes enfants là-bas. C'est un énorme terrain de jeu et vous pouvez faire garder vos gosses gratis avec des dragons et des chevaliers. C'est quand même vachement bien. C'est pas mal. Pour la petite histoire, en fait, François Froideval, qui avait écrit les Chroniques de la Lune Noire, est décédé il n'y a pas très longtemps. Et pour leur rendre hommage, l'organisation de Trolls et Légendes a demandé à Olivier Ledroit, son comparse, de faire une affiche.
Enfin, sans faire de cahier des charges, sans rien, en disant juste est-ce que tu veux bien faire une affiche pour rendre hommage à cet auteur. Et donc Olivier Ledroit, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a reproduit une femme qui vient des Chroniques de la Lune Noire, qui est une succube du nom d'Aliéna. Et cette succube est justement un peu dénudée. Évidemment, les gens se sont insurgés en disant « mais oui, la sexualisation de la femme, tout ça, enfin bon ». Et du coup, je me suis posé la question, parce qu'on recontextualise encore. Toi et moi, on est nés dans les débuts des années 80, sans trop spoiler nos dates de naissance respectives, mais on sait qu'on est à peu près nés dans la même dizaine. Nous, on a grandi aux affiches qui sexualisent les femmes, je veux dire. Oui. Quelque part. Ça, c'est sûr. C'est un fait. On a grandi par ça. Donc je me dis que nous, notre indicateur n'est peut-être pas le bon non plus. Je n'ai pas été choquée par l'affiche parce que je connais les Chroniques de la Lune Noire. Donc quelque part, pour moi, c'était la madame, elle est jolie, tu vois. C'est bon, historiquement, son armure, elle est vraiment pas bonne, mais la madame, elle est jolie. Et quand on se posait la question tous les deux, je me suis dit, on ne prend peut-être pas bien la question. Et c'est pour ça qu'on en avait ri ensemble tous les deux. Je t'ai posé la question de « et si ça avait été un homme, comment il l'aurait dessiné ?» Probablement de la même manière, je pense. Enfin, après, je connais pas bien l'univers des Chroniques de la Lune Noire. Donc je suis pas forcément client et connaisseur, donc je vais pas répondre à ta question directement. Mais ça me choquerait pas d'avoir vu un mec en armure ou avec une moitié d'armure. Je pense que ça aurait été du domaine du pensable. Mais voilà, en fait, je sais pas. Donc, dans le doute si vous vous demandez si une affiche sexualise une femme ou pas, je vous pose la question, est-ce que si une madame avait dessiné un monsieur en affiche, est-ce qu'elle l'aurait dessiné pareil ? C'est ça je pense que c'est ça le secret. Après, j'ai retourné tout ça dans tous les sens parce que je pense que c'est peut-être un débat qui m'échappe. Et c'est pas bien que ça m'échappe, mais je me dis, tu vois, pour certains types de littérature, on demande régulièrement pour avoir ce qu'on appelle des sensitive readers. Est-ce que dans le cas des affiches, il faut passer par la même procédure ? J'en sais rien. J'avoue que j'en sais rien. Je te dis, moi, pour fréquenter le festival Troll et Légende très régulièrement, je trouve que c'est un festival qui, de mon point de vue de consommatrice, est plutôt réputé safe. Et j'ai jamais entendu parler de gros bails sur le Troll et Légende. Peut-être aussi que j'ai pas cherché, tu vois. C'est pas Angoulême, quoi. Et donc, je ne sais pas. Qu'il y ait un bail sur Angoulême, je suis pas vraiment tombée des nues, mais s'il y a un bail sur Troll et Légende, je regarde un peu plus attentivement parce que j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, donc je pose la question, je pense qu'il y a eu des maladresses des deux côtés, peut-être qu'il aurait fallu, tu sais, une petite mention, genre c'est inspiré des Chroniques de la Lune Noire ou un truc comme ça pour remettre en contexte. J'ai l'impression qu'on reparle que de ça dans notre podcast, mais c'est ça en fait, c'est peut-être une remise en concept, une remise en contexte, pardon. Je sais pas. Est-ce qu'il faut rhabiller un personnage qui a été dénudé pendant des années ? J'en sais rien. Est-ce que c'était... c'est une bonne question aussi, ça. Non, mais c'est une bonne question. Moi, je suis pas un aficionados, je l'ai dit, des Chroniques de la Lune Noire, mais tu l'as dit, c'est un personnage de succube. Le personnage de succube, c'est comme le personnage d'un cube par essence. Il doit être attirant. C'est un personnage qui est très sexualisé parce que son histoire, justement, c'est d'attirer le sexe opposé pour en faire sa chose. Donc, ça me choque absolument pas qu'un personnage de succube ou d'un cube soit un petit peu débraillé, d'autant plus que l'affiche est quand même très soft. Là, je veux dire, mais l'affiche est soft. En plus, je veux dire, les personnages sont habillés, il y a de la peau, quoi. Et moi, je tombe un petit peu quand même. Je sais pas. Et je t'avoue que là, et je m'en veux en fait, hein, tu vois, parce que je me dis, dans tous les cas, je vais répondre à côté. C'est pour ça que je t'avais posé la question de est-ce qu'on en parle ou pas, parce que j'aimerais bien du coup avoir l'avis des gens. Et pareil. Si vous nous donnez notre avis, que ce soit en commentaire ou sur le serveur de Galaxy Pop, gardez en esprit qu'on est respectueux des deux côtés en fait, tu vois. Que ce soit du festival de Troll et Légende, parce que j'ai lu du coup leur communiqué de presse, que ce soit de la part des personnes qui disent cette affiche est problématique, j'en sais rien en fait.
C'est une vraie question. Est-ce que c'est une allumette ou pas ? Non, mais non. T'as le droit de trouver quelque chose de problématique, Ouais. t'as le droit de trouver une œuvre problématique, t'as le droit de dire je ne trouve pas que cette chose soit bien, je ne vais pas l'acheter, je décide de ne pas aller à ce festival parce que telle ou telle chose me blesse. C'est dans ton droit de consommateur, c'est dans ton droit d'humain. Maintenant, c'est pas parce que ça ne te plaît pas que ça doit être interdit ou que c'est pas bien, c'est juste que de ton Ça, point on de est vue, d'accord. ce n'est pas Ça, on bien. est d'accord. J'ai souvenir d'une autre polémique qui n'a absolument rien à voir sur une autre affiche de festival qui me revient là comme ça. Alors on est sur un truc beaucoup plus glauque et beaucoup plus maladroit où là la polémique était justifiée. Alors je me demande plus le nom du festival, je ne sais plus. Et un festival proposait une garderie d'enfants pour les gens qui venaient au festival. Et donc ils avaient choisi de faire une affiche avec un enfant sur l'affiche où ils disaient voilà on peut garder vos enfants quoi. Et le mec qui avait fait l'affiche avait été chercher une photo d'enfant sur internet et avait, probablement par erreur, parce que je pense pas que ce soit volontaire, parce que sinon c'est très grave, été chercher une photo du petit Grégory, qu'il avait été mettre sur l'affiche du festival en mode on garde vos enfants, quoi. Et ça avait fait une polémique monstre, évidemment, et là, ça s'était confondu dans l'excuse et tout. Oui, mais là, c'était vraiment une erreur, quoi. Le mec, il a fait Google Images, photo en petit enfant, ou machin, il est tombé là-dessus, il avait récupéré la photo du pauvre gosse pour mettre sur l'affiche. Donc là, on était vraiment... Mais bon, c'est pas du tout la même chose. Oui. Là. Mais pour te dire que, pour moi, là, c'est un pétard mouillé, cette polémique. Je ne le comprends pas. Alors, peut-être qu'on passe complètement à côté, effectivement, et qu'on est peut-être trop vieux pour ce genre de truc. Mais après, moi, tu vois, je suis aussi papa de 2 petites filles, et je suis aussi sensible, plus qu'avant, à toutes ces problématiques de l'image de la femme, etc., etc. Bon, c'est presque pas une femme, déjà, c'est une succube. Voilà, ouais, je vais pas jouer sur les mots, mais et encore une fois, l'affiche est très soft, quoi. Et je ne comprends pas cette polémique. Mais si elle vous blesse, ma foi, je respecte, et faites ce qu'il faut, quoi. N'y allez pas, surtout, quoi. oui, je respecte, et surtout, expliquez-nous, parce que là, j'ai eu beau... on en a discuté quand même un petit peu, et j'ai beau la retourner dans ma tête, je la comprends pas. Enfin, je comprends pas je comprends pas. Tu vois, il y a... Alors, je suis d'accord que... Mais quelque part, tu vois, la femme représentée est jeune et elle est mince. Enfin, tu vois, moi, c'est plus ça qui me dérange. C'est le personnage tel qu'il est représenté dans le mais c'est le personnage. Non, mais je suis d'accord avec le fait que ce soit le personnage. Est-ce qu'il aurait choisi un autre personnage ? J'en sais rien, en fait. Peut-être que c'est son personnage préféré. Peut-être que c'est le personnage préféré de l'auteur. J'en sais rien, en fait. Tu vois ? Et c'est ça qui me frustre, dans le sens où j'ai pas les clés. On est trop vieux. J'ai pas les clés, et ça m'énerve, parce que, quelque part, tu vois... je me dis, je passe à côté d'un truc, et voilà, j'ai pas envie d'être une vieille conne, les gars. Venez m'aider et dites-moi en quoi c'est problématique ou pas, et surtout, voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ton point de vue en tant que visiteuse régulière de ce festival que tu connais depuis de nombreuses années, et où tu as pu juger, toi, de ton expérience personnelle, que c'est absolument pas un festival problématique sur quoi que ce soit, et tu tombes d'autant plus des nues devant cette polémique. Et pour le coup, je trouve que, pour avoir lu le communiqué de Troll et Légende, je trouve que il est plutôt... il est bien fait, donc... Que dit-il, d'ailleurs ? Il dit tout simplement que si cette image est problématique pour la représentation des familles, s'en excuse, mais que c'est bien ce que je te disais, en fait, une représentation de tel personnage, des Chroniques de la Lune Noire, et que à partir de là, ça reste quand même un festival qui est familial, et que cette image n'est pas problématique en ce sens-là, quoi. Mais qu'en même temps, ils ont bien précisé qu'ils n'ont pas donné de cahier des charges à l'illustrateur, et que donc, c'est pas qu'à un moment donné, faut se calmer. Enfin, pas faut se calmer, il faut faire ça dans le respect des personnes. On rappelle que Troll et Légende, ça reste aussi une association, tu vois. Oui. C'est un chouette festival qui nous permet de rencontrer des auteurs et des autrices internationales. Comme je te disais, j'ai rencontré Robin Hobb là-bas, j'ai rencontré Joe Abercrombie, j'ai rencontré Guy Gabriel Kay pour les lectrices de l'imaginaire. C'est incroyable. J'ai rencontré des gens incroyables là-bas. Je comprends pas, et ça m'énerve de pas comprendre, en fait. Je suis pas énervée contre les gens qui font la polémique, ou je suis pas énervée contre les gens, je suis énervée contre moi. C'est ça qui est le pire, je crois.
On compte sur vous pour avoir les clés. Oui, hein, s'il pour vous avoir plaît, votre sinon je vais avis. être obligée de manquiller des biographies, arrêtez. Bon, on en a terminé avec notre petite gazette du soufre. Une les petite, petites plus d'une heure, hein. les petites- Ouais, bah avant montage. T'inquiète pas, compte sur moi, je vais cut. Bon, en attendant, nous, on vous dit du coup à bientôt et pour le deuxième épisode, le vrai deuxième épisode de la soufrière, dès que Corée aura lu. Ouais, elle est un peu flemmarde cette Corée, hein, franchement. Oh là, mais je sais pas ce qu'elle fout. Moi, j'étais prêt. J'ai vu, tiens, bio en 2 tomes, 800 pages chacune. Corée, allô, qu'est-ce que tu fais ce soir? Et je comprends pas, elle a pas fini, quoi. Elle me dit, c'était cette semaine, elle me dit à 12h30, elle me dit, tiens, j'ai reçu la bio. À 21h, je lui dis, alors, c'était comment? Elle m'a dit, je sais pas, j'ai pas commencé. Je sais pas où on va avec ce podcast. Ah là là, ces gens qui prétendent lire à fond et qui ne lisent pas vraiment à fond. Non, mais Ouais, c'est franchement. ça. Moi, Corée, elle m'a dit, je lis 3 livres par semaine. Je Oui, lui sors j'ai lu 2 3 bios livres cette semaine, dont une romance. je lui sors 2 bios qui, en fait, compilés, finalement, c'est un bouquin, quoi. Et j'attends toujours. Voilà. Donc, vous aurez l'épisode 2 quand Corée aura décidé de se sortir les doigts. Voilà. Quand je daignerai lire ces 2-3 lignes qui traînent, voilà. Qu'on résumera en 5 minutes 30 de podcast. En plus, c'est ça le pire. Donc, courage, Corée. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Bye. Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.